Bienvenue dans le débat sur France 24. Il y a tout juste 3 mois, à la surprise générale, Vladimir Poutine lançait son opération spéciale en Ukraine. Il pensait conquérir rapidement Kiev et renverser le gouvernement. 3 mois plus tard, la guerre est loin d'être terminée. Moscou concentre ses forces dans le Donbass. La Russie s'est dit déterminée à atteindre tous ses objectifs. Les Ukrainiens résistent. L'Occident est uni au sein de l'OTAN et aide militairement Kiev. Alors après 90 jours de combats intenses, on va tenter ce soir de faire un premier bilan. Quels sont les enseignements de ces 3 mois de guerre? Cette guerre va-t-elle durer? Où en est la résistance des Ukrainiens dans le Donbass, justement? Quels sont les espoirs d'une paix? Quel impact sur la sécurité en Europe? 3 mois de guerre, à quand la fin? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ambassadeur de France, ancien ambassadeur de France en Russie, en Chine et à l'ONU. En face de vous, Régis Janté. Bonsoir. Bonsoir. Correspondant RFI et France 24, basé à Tbilissi, co-auteur avec Stéphane Suohan de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. Et ça vient de paraître chez Robert Laffont. Bienvenue également. Nous avons également avec nous Jean-François Colossimo. Bonsoir à vous, directeur général des éditions du CERF et puis bien sûr historien. Et puis par Skype de Rouen, Adrien Dezuin, bonsoir, rédacteur à la revue Conflit, auteur, je cite votre livre, de la France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, et c'est aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Et puis, on aura avec nous en duplex de Kiev Cyril Payen, grand reporter, France 24, envoyé spécial. Bonsoir à vous, Cyril. Avant de vous retrouver d'ailleurs, Cyril, je vous propose de regarder un résumé de ces 3 mois de guerre avec Gilles Boiteau. Le 24 février 2022, le monde se réveille stupéfait devant le fracas des bombes en Europe. Les chars de Moscou viennent de pénétrer par centaines sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine dit vouloir défendre les républiques séparatistes du Donbass, reconnues indépendantes. J'ai pris la décision de lancer une opération militaire. Mais les forces russes ne se cantonnent pas à l'est du pays. Le Kremlin multiplie les fronts. Il prend le contrôle de zones au nord de Kiev, mais est très vite confronté à la pugnacité de la résistance ukrainienne. Une résistance incarnée par un homme. Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet en ce moment, disant à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en cours. Eh bien moi, je suis là. La loi martiale est instaurée. Tous les hommes de 18 à 60 ans sont appelés à se battre. Pour la plupart des autres, c'est l'exode forcé. Au 20 mars, 10 millions d'Ukrainiens ont quitté leur foyer selon l'ONU. Une première en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour sauver la capitale, à Irpin, les Ukrainiens détruisent eux-mêmes ce pont qui devient le symbole de la résistance. À Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, ils repoussent petit à petit les forces russes après des semaines de bombardements. Les Ukrainiens obligent même les troupes adverses à reculer près de la frontière. Après 1 mois de combat, impossible pour les Russes de prendre la capitale, les forces de Moscou se recentrent donc sur le Donbass et sur la ville de Mariupol. Pilonnée depuis le début de la guerre et détruite à 90%, elle tombe aux mains russes le 21 avril, à l'exception du site métallurgique d'Azovstal. Depuis les sous-sols de la Syrie, des centaines de soldats ukrainiens résistent. Au 86e jour de guerre, ils finissent par se rendre à l'armée russe. Une armée russe accusée de crimes de guerre. Avec son repli du nord de Kiev fin mars, elle laisse derrière elle les horreurs des massacres de civils. Dans les rues de Boutcha, les images de dizaines de cadavres d'habitants exécutés choquent le monde entier. Lundi, le premier soldat russe jugé en Ukraine pour crimes de guerre a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'un civil. Cyril Payen, puisque vous êtes à Kiev, on sait que vous avez retrouvé des combattants que vous aviez suivis il y a quelques semaines. Dans quel état d'esprit les avez-vous retrouvés, ces soldats, donc après 3 mois de début de conflit ? Écoutez, ils sont à l'image très clairement de cette entre-deux-guerres, je dirais, où on se trouve ici dans l'ouest de l'Ukraine et puis dans la capitale où on se trouve. D'ailleurs, si là, la nuit va tomber, mais j'imagine que vous pouvez avoir une idée de cette normalité, ou en tout cas tentative de normalisation de vie que veulent reprendre résolument. C'est très très clair, hein, c'est la grande différence avec il y a 2 mois. Reprendre la vie, une vie sociale, économique ici à Kiev. L'état dans lequel sont ces volontaires qui, pour la plupart,
dans ces zones de résistance importantes qui sont certainement la clé de la résistance finale à l'assaut des unités russes sur Kiev au tout début de la guerre, de ces mobilisations de défense du territoire, sont dans un état qui est en fait à l'image de ces régions. Donc je parle d'Hostomel, Boutcha, Irpin dont on parlait dans ce sujet, mais également, comme on a sillonné depuis 3 jours avec Mohammad Farhat, eh bien, toute cette partie ouest qui va jusqu'à la frontière biélorusse et qui a marqué le premier coup de butoir de l'état-major russe vers l'Ukraine, avec cette guerre éclair qui aurait dû théoriquement durer 3 jours pour prendre Kiev. Donc on paye au prix fort, même si on a un sentiment, encore une fois, d'après-guerre, de volonté de passer de ce sentiment de résistance farouche qui a surpris tout le monde, à une forme de résilience ici. Il y a une inflation galopante, il n'y a pas d'essence, il y a beaucoup de pénuries et on sait que la guerre fait rage à 500 km de là où on se trouve. On tente de tourner la page. Mais c'est vrai que les stigmates de cette guerre, donc cette forme d'après-guerre que l'on vit ici, sont absolument effroyable, qui glace le sang. C'est-à-dire que même les villes, les villages sont détruits ou partiellement détruits. Nous avons parcouru des zones qui ont été occupées pendant plus d'1 mois par différentes vagues de régiments russes. Et là, les témoignages sont absolument horribles, puisqu'on parle de viols par centaines, on parle d'exactions évidemment, de disparitions de mineurs, de jeunes garçons dont on nous a dit et qu'il s'agissait de trophées dont on n'a aucune idée d'où ils sont venus. Donc c'est ça aussi, cette page qui se tourne, mais qui laisse entrevoir sans doute ce qui se passe actuellement au moment où on parle dans tout l'Est, c'est-à-dire dans le Donbass, dans une partie de la Crimée, c'est-à-dire des crimes de guerre dont évidemment c'est d'actualité puisque l'Ukraine ne perd pas de temps. Il y a eu, vous l'avez dit, évidemment ce premier soldat russe qui a été condamné, jugé puis condamné extrêmement rapidement. C'est assez inédit d'ailleurs d'aller aussi vite, mais on sent bien qu'ici c'est une véritable barbarie systématique qui a été établie dans les zones occupées et qu'on ne fait que commencer de bien réaliser l'ampleur de l'horreur qu'ont vécu les habitants sous occupation russe. Jean-François Colosimo, puisque vous êtes l'historien de ce plateau, sur les enseignements, ça serait intéressant de démarrer justement par ce qui nous a surpris. D'abord, cette attaque de Poutine, personne ne l'attendait. Le 24 février, il pensait, lui, qu'il allait, ce que disait bien sûr Cyril, prendre Kiev en 3 jours. Il a échoué, il s'est rabattu dans le Donbass. Est-ce qu'il y a eu une surestimation d'abord par Vladimir Poutine de la puissance de son armée? Et est-ce qu'aujourd'hui, faire la Grande Russie, dénazifier l'Ukraine, c'est toujours son objectif? Les buts de guerre de Vladimir Poutine n'ont pas cessé de varier. Effectivement, on est parti sur une opération spéciale qui avait pour but de renverser Zelensky, parce qu'il s'attendait probablement à ce que les Ukrainiens, particulièrement ceux de l'Est, russophones et orthodoxes, en quelque sorte, endossent la cause de Moscou. Ça n'est pas arrivé. À partir de ce moment-là, on a eu toute une série de discours. Un pseudo-discours de raison humanitaire. Sauver ces populations de l'Est qui auraient été menacées de génocide, ce qui est évidemment faux. Ensuite, on a eu un discours de légitime défense. La Russie était encerclée, l'OTAN allait fondre sur la Russie, il fallait donc la défendre. Ensuite, on a eu un discours quasiment civilisationnel. Il fallait aller dénazifier l'Ukraine, réédition de la Seconde Guerre mondiale. Puis on a eu un discours pré-génocidaire. Il fallait désukrainiser les Ukrainiens. Et à la fin, on a eu un discours, mais de guerre totale. L'ennemi, c'est l'Occident. N'est-ce pas? Et tout cela pour essayer de fédérer effectivement l'hémisphère sud, souvent mécontent de l'Occident, ce qu'il n'est pas arrivé à faire. Il n'a pas rallié les gens à sa guerre, mais probablement quand même dans l'hémisphère sud, il y a des gens qui ont l'impression que lui aussi fait une guerre par délégation. Et donc de ce point de vue-là, on a eu une montée aux extrêmes. Et aujourd'hui, effectivement, le plus surprenant, parce que pourquoi? Si la guerre, on pensait qu'elle pouvait avoir lieu, on pensait qu'elle n'aurait pas lieu, parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Et tous ces intérêts ont été détrompés. Regardez la Suède et la Finlande qui portent à la porte de l'OTAN. Régis Janté, l'autre surprise, c'est bien sûr la résistance des Ukrainiens, parce que là aussi, finalement, on ne l'attendait pas. Ces soldats, finalement, on apprend qu'ils étaient déjà entraînés discrètement par les Occidentaux. C'est ce que le Wall Street Journal révèle aujourd'hui, qui affirme que 10 000 militaires ukrainiens avaient reçu chaque année depuis 2014 une formation dans un État membre de l'OTAN. Mais c'était
une surprise, véritablement, cette résistance. Vous qui avez écrit ce livre sur Volodymyr Zelensky. Oui, ça l'était certainement, même si on a pu voir ces dernières années, pas simplement parce qu'ils ont été en partie entraînés par l'Occident, mais parce que c'est un pays qui est aussi dans une sorte de formation de son État-nation qu'on observe depuis très longtemps, à vrai dire. Ça fait 2 siècles que ça dure. C'est quelque chose qui est très enraciné, qui s'est véritablement accéléré après 2014, parce que c'est la même guerre que l'on a aujourd'hui, qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine à ce moment-là, et une armée qui était complètement déliquescente à l'époque, il faut s'en souvenir, mais véritablement incapable d'affronter la Russie. Et puis petit à petit, après 2014, après cette agression, eh bien, qui a été remise sur pied, qui s'est entraînée par elle-même, avec l'aide des Occidentaux aussi, et puis dans un contexte plus général d'un pays qui s'unit, les populations de l'Est de l'Ukraine, qui ne sont pas toutes russophones, c'est surtout les villes qui sont russophones. Les villages, eux, sont encore très souvent ukrainophones, donc il faut faire attention à cette distinction. Et à vrai dire, la question n'existe pas souvent pour les Ukrainiens. Ce qui compte, c'est dans quel pays on veut vivre, est-ce qu'il y aura l'état de droit, est-ce qu'on sera riche, est-ce qu'on sera pauvre, et c'est ce qui fait que petit à petit, ces populations ont beaucoup changé. Moi, quand j'allais dans le Donbass en 2014, pour vous, pour RFI, je me souviens très bien qu'à la sortie de la partie occupée, je rencontrais dans des villes des populations à 80% pro-russes, et ça a changé au fil des ans jusqu'à aujourd'hui, et le résultat qu'on observe. Avec cette figure de Volodymyr Zelensky, puisque vous avez écrit un livre sur lui, qui a très vite incarné cette nation ukrainienne. C'est le bon mot, sans doute. Il incarne lui-même son pédigré social, culturel, en ferait plutôt quelqu'un appartenant au monde russe. Il parlait mal ukrainien il y a quelques années, il parle russe. Le marché pour ses productions, lorsqu'il était comédien, était en Russie. Il est né à Krivoy Rog, comme on dit en russe, une ville russophone industrielle de l'Est de l'Ukraine. Mais en fait, il a accompagné effectivement le mouvement de son pays vers une sorte d'indépendance, d'émancipation vis-à-vis de la Russie, pour choisir une vie à l'ukrainienne, si j'ose dire, vaguement inspirée des Cosaques, aspirant à devenir plus proche de l'Europe, etc. Jean-Maurice Ripert, justement, ces 3 mois de guerre, puisqu'on fait le bilan, est-ce qu'elle montre qu'il n'y a plus de guerre courte ? Moi, je voudrais quand même d'abord revenir sur ce qu'a dit... Rebondissez, mais... Monsieur Collis-Sebonne, je vais vous répondre. Je suis d'accord sur tout ce qu'il a dit, sauf que le combat contre la démocratie, les droits de l'homme, je pense que c'était au cœur déjà de ce que Vladimir Poutine voulait faire. Voilà longtemps, moi qui ai travaillé en Russie, qu'il a décidé de rejoindre le combat des Chinois, notamment, contre la démocratie et les droits. Donc vous n'étiez pas très surpris qu'il attaque ? J'étais surpris, je n'étais pas surpris qu'il s'en prenne à l'Ukraine. Je reconnais que j'ai été surpris parce que je pensais que c'était une erreur et que je lui ai prêté une rationalité que manifestement il n'avait déjà plus. La deuxième chose, excusez-moi de rappeler ça, mais je crois que c'est important, c'est ce qu'a dit votre reporter. Cette guerre est une boucherie. Les Nations Unies estiment à plus de 50 000 le nombre de morts civiles. L'ombudswoman ukrainienne a sorti ce matin des documents, il faudra les vérifier, qui montrent que le viol a été utilisé comme arme de guerre systématique contre des enfants, voire contre des bébés. C'est une guerre atroce que Vladimir Poutine a imposée au peuple ukrainien. Il veut la destruction de l'Ukraine. Pardon d'avoir commencé par cela, mais je crois qu'il faut quand même bien savoir de quoi on parle. Est-ce que cette guerre peut être courte ? Oui, ou est-ce que c'est terminé, il n'y aura plus de guerre courte ? Est-ce que c'est ce qu'elle montre ? J'ai entendu un des nombreux généraux qui fréquentent les plateaux dire quelque chose qui m'a paru très juste. Elle prouve, cette guerre, une fois de plus, qu'on ne peut plus gagner les guerres de manière militaire. Les Russes n'ont pas gagné, donc ils ont perdu. Aujourd'hui, la guerre doit être totale sur tous les plans, économiques, cyber, agricole, tout ce que vous voudrez. Les Russes ont déjà perdu cette guerre. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, les Russes ne vont pas rester. Je crains qu'ils restent un certain temps dans les positions qu'ils ont occupées jusqu'à présent. Adrien Dezoin, votre réaction sur ces 3 mois de guerre, est-ce que ça signifie effectivement qu'il n'y aura plus de guerre courte ? Vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Jean-Maurice Ripert ? Oui, on a tous été un peu surpris, il faut reconnaître. On pensait que l'armée russe, au début, allait rentrer dans Kiev, allait faire tomber ce régime, bien que certains observateurs dont j'étais disaient qu'il y avait un risque finalement d'enlisement de l'armée russe une fois qu'elle serait rentrée en Ukraine. Finalement, on est revenu à un conflit assez classique de haute intensité, pas du tout un conflit de type contre-insurrectionnel comme moi-même je l'envisageais. Et les Russes, notamment, ont eu, à mon avis, l'habileté tactique de se retirer de Kiev, de comprendre en fait qu'ils n'arriveraient pas à renverser et à prendre Kiev, et donc à réduire le front finalement sur la partie est, ce qui au début paraissait
je veux dire, la solution la plus simple pour les Russes, c'est que tout le monde avait un peu envisagé, c'est-à-dire juste une conquête du Donbass avec une Crimée qui serait rattachée territorialement, et non plus pas seulement par le détroit de Kerch, à la Russie. Et c'est ce qu'on est en train de constater sur le terrain, c'est-à-dire des conquêtes relativement limitées. Le Donbass, la région de Kherson et la région de Mélitopol, avec une Russie qui renonce finalement, et là effectivement on peut parler d'une certaine défaite, qui renonce à Odessa, qui renonce finalement à bloquer la mer Noire à l'Ukraine. Régis Janté, sur les pertes de part et d'autre dans ce conflit, les deux côtés, on entend des chiffres très différents parce qu'en fait, on sait qu'il y a aussi une guerre de l'information. On parlait de guerre totale, de guerre longue. Les Français disent que les Ukrainiens ont perdu 15 000 hommes, dont une vingtaine de généraux, soit autant que du côté russe. C'est aussi les chiffres que vous avez? On a très peu de chiffres et je crois même que le nombre de morts côté ukrainien est un secret d'État. C'est vraiment très difficile. Je sais que les ONG internationales, par exemple, n'ont même pas accès, par exemple, aux blessés. Ils ne peuvent pas les voir, donc ils ne peuvent pas aussi évaluer le type de blessures dont ils souffrent, etc. Côté russe, on en sait un tout petit peu plus. Il y a eu quelques accidents de publication. Il y a à peu près un mois et demi, par exemple, sur RIA Novosti, un site officiel, pendant quelques minutes, par accident ou pas. On a eu une liste, un bilan. On était déjà à quelque chose comme 15 000 morts. Il y a un bon mois et demi. Côté russe. Côté russe. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, on est aisément au-delà des 20 ou 25 000. Mais c'est de la pure spéculation. Ces pertes humaines, il faut garder le secret. On sent qu'il ne faut surtout pas divulguer le nombre. Pourquoi? Parce que ça démoralise les troupes, parce qu'on donne de l'espoir à son adversaire. Jean-François Colosimo. Oui, je pense que les pertes russes sont considérables en matériel, on le sait, en hommes probablement, vraiment énormes dans le sens où là où nous sommes d'accord, c'est-à-dire que j'ai expliqué que c'était l'escalade dans l'explication, mais l'ennemi c'est l'Occident, l'ennemi cette représentation de la démocratie et des droits de l'homme. Poutine ne compte pas, il ne compte pas les vies ukrainiennes, mais il ne compte pas les vies russes, pas plus. Ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, et peut-être que là où on n'a pas été attentif, c'est le bouclage complet de la Russie du point de vue de l'information et du point de vue de l'opposition, qui déjà été très, très, très résiduel, qui a précédé, en fait, de manière accélérée l'entrée dans le conflit. Donc, Poutine mène deux guerres. Il mène une guerre en Ukraine et en Russie, il mène aussi une guerre contre ceux qui pourraient s'opposer à son pouvoir. Vous voyez, ce front-là, il ne faut pas non plus le minorer, ce qui explique que la population russe soit captive d'une fausse information permanente. Et juste pour conclure, dans cette fausse information, on ne va pas annoncer des pertes considérables. Au contraire, d'ailleurs, il est très ennuyé de ne pas réussir son opération. Et en fait, du coup, il y a un climat de psychose qui est étendu à toute la population russe. C'est que demain, ça va être l'apocalypse et que le monde entier veut la mort des Russes. Alors que lui est en train de vouloir, effectivement, on est parfaitement d'accord, l'anéantissement de l'Ukraine. Jean-Maurice Ripper. Non, je partage totalement cette analyse et il faut rappeler que l'objectif premier d'un dictateur, c'est de rester au pouvoir. L'objectif premier de Vladimir Poutine et de son clan, c'est de rester au pouvoir. Il a le souvenir, lui aussi, de l'impact qu'ont eu sur la population russe et notamment sur les mères russes, le retour des corps d'Afghanistan, de Tchétchénie, de Syrie. Il ne veut pas que les corps russes reviennent dans les familles. C'est pour ça qu'il a engagé d'abord le groupe Wagner, des mercenaires tchétchènes, des mercenaires syriens, etc., etc. Il a peur de la réaction des Russes. Les Russes ne veulent pas la guerre. Les Russes ne voulaient pas de la guerre. C'est pour ça aussi qu'il n'a jamais employé le mot de guerre. Il fallait cacher la réalité. Vous avez vu ce soldat qui a reconnu avoir été coupable d'assassinat d'un civil. Il a dit « Quand je suis parti en Ukraine, je ne savais pas où on m'envoyait ». Alors maintenant qu'on a parlé un peu des leçons qu'on a pu tirer depuis ces 3 mois, on va tenter d'évoquer l'avenir. Et pour cela, on va d'abord écouter Volodymyr Zelensky. C'était hier à Davos. Il évoque la menace, le président ukrainien, cette menace russe dont vous venez de parler, Jean-Maurice Ripper. On l'écoute. Зараз дійсно такий момент, коли вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Nous sommes à un tournant, un moment qui déterminera si c'est la force brutale qui dominera le monde. Cette force brutale n'est pas intéressée par nos réunions. Il n'y aura plus de réunions comme Davos si cette force l'emporte. Cette force brutale ne cherche qu'à soumettre ceux qui lui résistent. Elle ne discute pas, elle tue. C'est ce que la Russie est en train de faire en ce moment même, en Ukraine.
Cyril Payen à Kiev, il évoque un tournant, finalement, Volodymyr Zelensky, un tournant après ces 3 mois de guerre. Est-ce que vous avez l'impression sur le terrain qu'on nous sommes effectivement à une croisée des chemins ? Ce qui est certain, c'est que, évidemment, le 3e mois, c'est l'entrée dans le 4e mois à partir de demain, c'est l'heure des bilans. On est certainement dans un entre-deux en tout cas. Ce qui est absolument certain, c'est que personne n'a gagné la guerre, certainement pas l'état-major russe. Alors là, on en est absolument persuadé, mais les Ukrainiens ne l'ont pas gagné non plus. Et c'est là aussi où on était dans une posture essentiellement défensive. Je parle de l'état-major ukrainien, je parle des forces de défense ukrainiennes pendant de longues semaines. On l'a vu sur la seconde grande offensive menée par l'armée russe sur Kharkiv, l'oblast de Kharkiv, la grande zone administrative de Kharkiv qui se trouve à l'est de Kiev. Et là aussi, cet échec, ce demi-échec à moitié avoué. Et puis, cette nouvelle posture stratégique ukrainienne de contre-offensive, village par village, où on semble s'installer cette nouvelle tactique. Alors, est-ce qu'on va justement tactiquement aller vers l'offensive? C'est évidemment ce que appellent de leur vœu beaucoup d'Ukrainiens qui ne veulent pas faire une redite de 2014, c'est-à-dire qu'on reste sur un statu quo et que finalement, nous disent-ils d'ailleurs, eh bien Vladimir Poutine, si on mettait fin à la guerre en l'état, eh bien dans 2 ans, 3 ans, peut-être avant, va réattaquer. Donc il y a une volonté assez générale d'en découdre, d'aller un peu jusqu'au bout. Et c'est pour ça que là aussi, la ligne de partage qui sépare dans la communauté internationale les nations qui sont résolument engagées, bellicistes, je pense bien évidemment à Washington qui a décidé de se mettre en avant, de 40 milliards de dollars débloqués récemment. Ce n'est pas le premier package d'argent qui a été débloqué, mais aussi pointé du doigt de l'autre côté de ce fossé, si je puis dire, dans la communauté internationale, très clairement en Europe, eh bien la France, avec le président français Emmanuel Macron, auquel à mi-mot, eh bien on reproche ici de continuer cette médiation. En gros, tout simplement de continuer de parler à Vladimir Poutine alors qu'on voudrait cesser toute forme de médiation, toute forme de discussion avec quelqu'un qui est vécu ici comme étant un tyran, un homme qui veut l'extermination de l'Ukraine. Donc c'est ça que je dirais en réponse à votre question, c'est un entre-deux, une croisée des chemins qui n'était résolument pas ce à quoi on pouvait s'attendre, au-delà de la guerre qui a surpris tout le monde, mais également cette guerre éclair, cette opération spéciale militaire qui aurait dû durer quelques jours pour conquérir Kiev. Ça déjà, le scénario n'est pas celui-là, mais en tout cas, il est extrêmement difficile de prédire l'avenir. Il y a des pertes colossales, bien qu'on le disait, il y a une guerre informationnelle dont on ne sait pas, propagande, contre-propagande, quelles sont les vraies pertes, mais on sait qu'il y a des pertes très importantes dans les 2 camps actuellement dans le Donbass, sans parler évidemment des victimes civiles et des énormes horreurs dont on a parlé qui sont en train de se passer. Mais c'est certainement l'heure d'un bilan, l'heure où il va falloir, face à l'histoire, face à la manière dont on va retenir cette fantastique épopée militaire qui est en train de se jouer ici, totalement inédite dans cette partie du siècle, eh bien, face à l'histoire, il va bien falloir décider effectivement de quel côté on se range. En tout cas, les Ukrainiens ici, je peux vous dire, veulent absolument que l'Europe rejoigne l'élan américain et essaye d'en finir, quitte à même aller dans une tactique d'offensive et pourquoi pas eh bien, de repousser les Russes hors d'Ukraine. Merci Cyril en direct de Kiev. Avant de rebondir justement sur le point de vue diplomatique, Adrien Desuin, cette guerre aujourd'hui, est-ce qu'elle se joue véritablement dans le Donbass et est-ce qu'on est effectivement à une croisée des chemins d'un point de vue militaire ? Ah oui, actuellement, les opérations se concentrent dans le Donbass, donc dans la partie est de l'Ukraine, et le président Zelensky a formé une espèce d'appel à l'aide parce qu'effectivement, l'armée ukrainienne est en grand danger d'encerclement dans la région de Sievierodonetsk. Et il y a une percée qui a été effectuée par l'armée russe au niveau de Popasna, ce qui menace, et au niveau de Liman, ce qui menace une grande partie de l'armée ukrainienne d'être encerclée. Et effectivement, ce serait dans ce cas-là un peu une redite, cette guerre de 2022, une redite de cette guerre de 2014, où l'armée ukrainienne s'était dans un premier temps très bien comportée et ensuite dans un deuxième temps avait dû reculer dans le Donbass et ensuite le front s'était stabilisé. Mais il ne faudrait pas, à mon avis, que l'Ukraine non plus commette une deuxième erreur qui serait de vouloir à tout prix reprendre
tout le Donbass et même la Crimée, comme le disent les plus faucons de Kiev, parce qu'à ce moment-là, ils risqueraient de tout perdre à nouveau. Je pense qu'il faudrait reprendre en fait le processus qui avait été initié notamment par la diplomatie française en Normandie et puis à Minsk, c'est-à-dire un règlement général de la question ukrainienne entre les Russes et les Ukrainiens, avec les Occidentaux bien sûr. Régis Janté, est-ce que vous voulez justement réagir à ce que vient de dire Adrien Dejoin, avec d'abord juste qu'on comprenne bien, est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir une contre-offensive ukrainienne aujourd'hui dans le Donbass? Oui, on peut le penser puisque l'armement occidental est livré. C'est évidemment un des facteurs absolument clés du sort de cette guerre. Il est en train d'arriver, suite aux dernières décisions, notamment de Washington, d'augmenter encore le soutien militaire. Donc oui, on peut penser que dans les semaines qui viennent, le mois de juin sera certainement important, à la fois dans le Donbass, probablement aussi en mer Noire, selon ce que j'ai pu entendre, puisque la flotte de la mer Noire reste un facteur important aussi au sujet de l'enclavement de l'Ukraine. Donc on peut éventuellement s'attendre à ce que les Ukrainiens tentent aussi de porter la bataille fort des missiles reçus de l'Occident, peut-être en mer Noire. Donc ils peuvent gagner dans le Donbass, contrairement à ce qu'a l'air de dire Adrien Dejoin? Oui, je suis plutôt en désaccord avec cette position. D'abord parce qu'effectivement, la question clé, c'est pas des gains de territoire dans le Donbass. Poutine n'en a rien à faire. La seule question, c'est contrôler Kiev, soit physiquement, soit en installant un régime fantoche, disons. Ça, c'est vraiment la question clé. Donc les Ukrainiens se disent que rester sur un statu quo dans le Donbass, tôt ou tard, ça veut dire que la guerre reprendra, parce que l'objectif de Poutine et du Kremlin, c'est au-delà de M. Poutine, à vrai dire, c'est de contrôler Kiev. Donc je ne pense pas que les Ukrainiens accepteront ce statu quo. Jean-Maurice Ripert, qui est le diplomate de ce plateau. Oui, non, simplement, moi j'ai été frappé du fait qu'à plusieurs reprises depuis 3 mois, le président Zelensky a eu le courage de dire « moi je suis prêt à négocier ». Il l'a encore redit ce matin, je crois, ou hier. Je suis disponible pour parler avec M. Poutine quand il veut. Il a déjà dit qu'il renonçait ou qu'il avait compris que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN. Il a également dit qu'il était prêt à discuter du Donbass. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Payen sur Minsk ou quelque chose. C'était pas M. Payen. Revenir sur les accords de Minsk. Non, de revenir à un processus politique qui d'ailleurs ne visait pas l'entièreté du problème puisque ça ne concernait pas l'annexion illégale de la Crimée. Mais enfin, ça concernait le Donbass. Donc, de mon point de vue, M. Zelensky a fait un geste considérable. Il a pris des risques par rapport à ses propres ultras, par rapport à la population ukrainienne. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas un expert militaire, mais je pense que le front se stabilisera tôt ou tard. On voit bien le mouvement qui est en train de se dessiner le long de la rivière Donetsk, avec les Ukrainiens qui remontent vers la frontière russe au nord et les Russes qui descendent vers le sud, vers l'ouest dans le sud. La situation pourrait se stabiliser. Ce que je pense, c'est que M. Zelensky, quand il reproche en 2 mots à M. Macron de négocier, ça n'est pas forcément de parler à Vladimir Poutine, c'est de vouloir éventuellement parler au nom de l'Ukraine et d'avoir peur que ça ne soit pas lui, et je pense qu'il a raison, M. Zelensky veut fixer les termes de la négociation. Mais j'ai entendu la vice-première ministre ukrainienne, qui est de passage à Paris en ce moment, dire ce matin, nous avons besoin que la France, parce qu'elle est la France et parce qu'elle est la présidence actuelle de l'Union européenne, s'implique dans une négociation. Pourquoi Emmanuel Macron ne va-t-il pas à Kiev, Jean-Maurice Ripert? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on est on comprend tout à fait. D'abord, on admire la résistance des Ukrainiens et on comprend tout à fait la souffrance des Ukrainiens. Quand la France livre des armes, quand la France probablement procure du renseignement, même si c'est quelque chose qu'on apprendra que bien plus tard ou jamais, et quand le président de la République maintient un lien pour parler, même avec un tyran, ce ne sont pas des actions contradictoires. C'est la même action. L'autre discours étant celui de Washington et du Pentagone, que les Ukrainiens feraient désormais la guerre contre les Russes par procuration pour notre compte. Et ça, c'est certainement ce qu'il faut éviter. Et je trouve que la France garde raison dans cette affaire et que c'est vital, y compris pour l'avenir des Ukrainiens et l'avenir des Russes. Même si Volodymyr Zelensky demande à Emmanuel Macron de venir à Kiev depuis un moment. Il lui demande au président français. Il ne le fait pas. Oui, Boris Johnson, je crois, y est allé. Ou des gens comme Boris ça. Johnson y est allé. Est-ce que ça a changé, nombre de personnalités politiques est-ce que ça a changé grand-chose
Je pense qu'on est dans la guerre là plutôt des images. Je pense que la France contribue beaucoup quand même à la résistance ukrainienne. Encore une fois, il ne faut pas le diminuer. Alors, puisque vous parliez des États-Unis, on va écouter Henry Kissinger, qui était à Davos, en visioconférence bien sûr, et il a évoqué ce conflit, bien sûr, on l'écoute. Nous espérons que les Ukrainiens égaleront l'héroïsme dont ils ont fait preuve avec sagesse durant la guerre. Jean-Maurice Ripert, lui, il parle d'un statu quo. Status quo. Non, mais... Ce serait ça la sortie de crise, c'est-à-dire la sortie diplomatique. Évidemment, comme tous les diplomates et beaucoup de monde, beaucoup de respect pour M. Kissinger. C'est aux Ukrainiens de décider de leur avenir. Sinon, nous nous comportons comme les Russes qui entendent décider de l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens, voire contre les Ukrainiens. Donc, il faut écouter Zelensky. Il veut négocier à ses conditions, et c'est à ces conditions que, à mon avis, le président Macron devrait finir par aller à Kiev tôt ou tard, et de la même façon que l'Union européenne devrait, selon moi, et je n'engage que moi, accorder le statut de candidat à l'Ukraine, ce que la vice-première ministre a de nouveau demandé candidate à l'Union européenne, même si les négociations prennent 10 ans. Il faut traduire notre solidarité maintenant et justement montrer que nous faisons le contraire des Russes, c'est-à-dire que nous reconnaissons l'existence d'une Ukraine libre, souveraine et démocratique. Et Zelensky avait insisté sur le fait que s'il devait y avoir des concessions territoriales, ce qu'il a fait très tôt d'ailleurs, il le ferait en le faisant sanctionner par des référendums de la population. Absolument. Donc il a pensé tout de même déjà, il a parlé de concessions territoriales éventuelles dans le Donbass, j'imagine. Absolument, monsieur l'ambassadeur a entièrement raison. Ça a été fait très tôt, vers la fin mars. En tout cas, accepter d'en discuter. D'en discuter. Ça dépendra de la réalité du terrain, évidemment, et puis ensuite d'obtenir des garanties sécuritaires données notamment par les Occidentaux. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un cessez-le-feu, un status quo sur le terrain, mais il faut ensuite qu'il soit garanti pour que ça ne recommence pas précisément. Alors justement, on va écouter maintenant le ministre de la Défense russe qui s'est exprimé aujourd'hui. On va voir justement, en l'écoutant, s'il y a une issue diplomatique possible. Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions. Adrien Deseux, on l'a bien entendu là, donc Shoigu, on continue cette opération militaire spéciale. Donc pour le moment, on n'a pas du tout l'impression que les Russes acceptent quelque négociation que ce soit. Non, je pense que pour les Russes, c'est encore trop tôt pour négocier. Ils veulent absolument remporter la totalité du Donbass. Et donc, à partir de ce moment-là, ils négocieront. Mais pour l'instant, ils ne pourraient pas sortir de cette guerre avec satisfait, si je puis dire, tant qu'ils n'auront pas remporté le Donbass. En tout cas, c'est l'avis de Shoigu, qui représente l'aile la plus dure du régime de Poutine. Voilà, donc, mais s'ils remportent le Donbass, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? C'est quand même la question. Moi, en tout cas, c'est leur intérêt. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils auront la sagesse de s'arrêter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est leur intérêt. Et ils sortiraient, j'allais dire, la tête haute si je puis dire, de ce conflit s'ils avaient remporté le Donbass, qui, quand même, est assez probable d'ici quelques mois. Alors ça, on va voir, parce que Régis Janté, lui, parle d'une contre-offensive ukrainienne. Est-ce que finalement, si les Russes, effectivement, font tomber le Donbass, est-ce qu'ils vont s'arrêter là, Régis Janté? C'est vraiment le terrain qui en décidera. Ça dépend de l'ampleur des livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et donc de sa capacité à résister. C'est presque assez mécanique, c'est presque mesurable, si j'ose dire. Mais l'intention, non. Certainement pas. Et le problème est beaucoup plus profond. Je vise en Géorgie, par exemple, si vous prenez la question du séparatisme, qu'on connaît bien depuis 30 ans maintenant, avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, dont on parle souvent ici. De quoi est-il question? C'était avant même la question de l'OTAN. C'était bien avant. C'était avant M. Poutine. Donc, c'est pour dire que la question va au-delà de ces questions stratégiques. C'est aussi, il en va pour la Russie, de sa puissance, du contrôle de ce qu'il appelle son étranger proche. Et effectivement, d'abord, je crois, d'une projection de sa puissance. Donc je ne pense pas qu'ils s'arrêteront au Donbass. Le Donbass n'a aucun intérêt stratégique, économique encore moins. Ce sont des mines, tout est détruit aujourd'hui. Et même avant, par exemple, le potentiel minier du Donbass était très faible. C'était une économie complètement subventionnée. C'était un fardeau, à vrai dire. Donc la question n'est pas du tout dans le Donbass. Donc la guerre sera longue.
Tout est possible. On voit par exemple dans les talk-shows russes en ce moment des experts, enfin des talk-shows complètement sous contrôle, où des gens... On les décrypte beaucoup sur France 24, voilà, exactement. en montrant la propagande qu'ils représentent. Et on voit des experts venir expliquer que tout va mal, qu'on va perdre, qu'on est mal organisé. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de préparer le terrain, par exemple, pour, après une éventuelle conquête d'une partie du Donbass, dire on s'arrête là, nous avons obtenu nos objectifs? C'est pas impossible non plus, mais c'est vraiment indécis, je crois, à ce stade. Jean-François Collet-Simon. Et le problème, c'est que depuis le 24 février 2022, tous les calculs qu'on pourrait faire d'intérêt stratégique, y compris à la place des Russes, en se mettant à leur place, je comprends bien la réflexion d'Adrien Dossien, mais tous ces calculs sont détrompés. On a véritablement le sentiment qu'on n'est plus dans une forme de rationalité, là. Et que d'ailleurs, c'est comme ça que Poutine présente sa guerre. Il dit c'est une question existentielle pour nous, le message que reprend le patriarche Kirill, qui prêche la croisade. C'est-à-dire que, en fait, le discours est inversé. Il est en train de détruire l'Ukraine, mais c'est lui qui est menacé d'extinction. Et que Donbass ou pas, de toute façon, il est clair qu'il veut laisser derrière lui, s'il n'a pas l'Ukraine pour lui, il veut laisser derrière lui une Ukraine en ruine totale, et il a de commencer fortement à le faire. Donc on est face quand même à une perspective qu'on pourrait qualifier de nihiliste, au sens du rien, de la logique du rien. C'est tout ou rien. Ça, c'est ça le danger de cette guerre. Jean-Maurice Père. Juste ajouter, je suis d'accord, ajouter qu'en effet, dans l'optique de Vladimir Poutine, qui a une forme de rationalité, Boris Cyrulnik disait il a la rationalité de son délire, et je pense que c'est parfaitement exact. Son délire, c'est de reconstituer l'URSS de Joseph Staline. Et c'est toujours le cas 3 mois après. Et donc, je suis d'accord avec le fait que pour lui, le problème du Donbass, s'il perd, le problème de l'Ukraine où il perd, c'est que c'est un mauvais exemple. Pour la Géorgie, vous savez qu'au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, il n'y a pas eu de défilé militaire le 9 mai. C'est un geste incroyable de défiance vis-à-vis de Moscou. Aujourd'hui, un diplomate, le premier diplomate de haut rang, a fait défection à Genève en disant « j'ai honte pour mon pays ». C'est contre tout cela que Vladimir Poutine est entraîné, j'aime bien votre expression, dans une spirale nihiliste. Spirale nihiliste. Alors face à lui, justement, l'autre surprise, tout de même, de ces 3 mois, il faut tout de même y revenir, c'est cette espèce de réveil de l'OTAN qui était qui était en mort cérébrale, comme le disait Emmanuel Macron. Effectivement, on a vu ce réveil, puisqu'on a vu 2 pays dont l'identité était la neutralité, la Finlande et la Suède, demander l'adhésion de l'OTAN. Jean-François Collet-Simon, là je parle à l'historien, si on va un petit peu plus loin. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver pour la sécurité en Europe avec un OTAN qui sera à la frontière de la Russie? Est-ce que ça veut dire que l'Europe, la paix qu'elle a pu connaître, la paix qu'il y ait, les objectifs de croissance économique, les impératifs de sécurité nationale, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est terminé cette période, c'est terminé cette époque? On veut la restaurer, c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, là encore, inversion entre les buts et les résultats. C'est qu'un des buts affichés de Poutine, c'était de prévenir l'installation de missiles sur les 1500 km, de missiles de l'OTAN sur les 1500 km de frontières communes entre l'Ukraine et l'OTAN. Il va se retrouver avec 1700 km avec la Finlande s'il continue comme ça. En fait, le problème que nous avons, nous, tout de même, Européens, il faut le dire, c'est que nous voyons le grand retour de l'Amérique au cœur de l'Europe. Et nous voyons que cette Amérique, c'est elle qui prend en charge notre sécurité, au point d'ailleurs que nous voyons, chose spectaculaire, l'Allemagne réarmée, qui franchit le tabou de 1945, mais l'Allemagne ne va pas collaborer avec la France pour donner un armement européen, elle va acheter des armements américains et de ce point de vue-là, ça veut dire... Oui, mais ça veut dire quand même que le commandement, en dernier lieu, revient à qui détient la technologie. Il faut du temps pour construire les projets européens. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une alarme ou une alerte très forte sur notre propre capacité à, malgré tout, assurer notre sécurité. La Suède et la Finlande ne sont pas candidates à une alliance de défense européenne, elles sont candidates à l'Alliance Atlantique. Parce qu'elle n'existe pas encore, me semble-t-il, l'Europe parce qu'elle n'existe de la pas, mais défense. Parce que plus on en parle, plus elle recule aussi. Excusez-moi, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans beaucoup d'opérations de maintien de la paix, par exemple des Nations Unies, les Suédois et les Finlandais, les forces suédoises et finlandaises se battent avec les forces européennes. Bien sûr, mais là, elles veulent adhérer à l'OTAN. Oui, on est quand même dans un processus... Je pense qu'il ne faut pas opposer l'Union européenne et l'OTAN. L'Union européenne, c'est un projet politique, l'OTAN, c'est une alliance militaire.
qu'il faille 10 ans pour construire la défense européenne qui balbutie. Donc vous y croyez, hein, Jean-Maurice Ripert, à cette défense européenne. Mais il faut 10 ans, et pendant ces 10 ans-là, il n'est pas anormal que les gens s'équipent là où ils peuvent ou là où ils veulent. Juste pour dire, vous avez M. Erdogan qui est qui a la deuxième armée en nombre de l'OTAN, qui pose ces conditions, à savoir que la Suède et la Finlande Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'autres questions qui sont en jeu dans cette affaire, mais notamment son obsession de Kurdes. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Et il demande à la Suède et à la Finlande de refuser le droit d'asile à des Kurdes militants, certes. Il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Mais vous voyez bien que l'OTAN et l'Europe, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que... on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on est justement, Adrien Dezouin, est-ce qu'on est passé à une autre phase aujourd'hui? Est-ce qu'on passe dans une autre époque? Cette Europe de paix qu'on connaissait, où il y avait effectivement de la croissance économique, où on alliait finalement croissance économique et stabilité, sécurité, en fait. Est-ce que c'est terminé cette période? Avec justement un OTAN qui va être beaucoup plus présent, avec une Europe qui n'est pas encore une Europe militaire, et avec finalement aujourd'hui cet ennemi russe, parce que c'est comme ça finalement qu'il définit cette nouvelle architecture européenne. Oui, effectivement, la période de l'après-guerre froide est terminée, et on revient justement à cette période assez courte finalement des tout débuts de la première guerre froide, où on avait un bloc russo-chinois très compact face à un bloc occidental très compact. Et ensuite, des années après, à partir des années 60, on a eu un dégel, on a eu un jeu international qui s'est un peu fluidifié. Là, on revient finalement au tout début de la guerre froide avec des blocs très compacts, très opposés, sino-russes et occidentaux, et un tiers-monde, enfin, qui n'est plus un tiers-monde maintenant, mais disons un troisième camp qui est un peu plus neutre avec l'Inde, le Brésil, l'Afrique, qui, pour l'instant, prend une position d'entre-deux et n'ose pas s'engager ni avec l'un ni avec l'autre. Régis Janté, vous voulez réagir? Je voulais juste souligner un point. Effectivement, on ne peut pas exclure, je crois, à ce stade, que la Russie puisse, à un moment donné, et qui peut venir assez tôt, s'en prendre directement à l'Occident. Par la Pologne. C'était ma prochaine question. Donc il y a quand même un risque de troisième guerre mondiale encore. Celui-là, personne ne l'écarte parce que un des grands enjeux, c'est aussi le type de gouvernance qui va présider au monde. On a une alliance, pas une alliance, mais un rapprochement très fort entre la Chine, vous le soulignez tout à l'heure, et la Russie. On sent qu'il y a un combat pour essayer de faire que ces pays puissent imposer leur type de gouvernance au monde. Ils sont très dérangés par le fait qu'il y ait des démocraties, aussi imparfaites soient-elles. Et donc c'est aussi ça un des enjeux, je crois, de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène globale. Jean-Maurice Ripert, juste pour conclure. Non, je suis d'accord sur le fait qu'il y a les 10 ans qui viennent seront marqués par ce combat, si je puis dire, entre les dictatures et les pays démocratiques. Ça me paraît clair. Je ne crois pas une seconde à l'alliance. Mais en Europe, c'est terminé la paix, la vraie paix telle qu'on l'a connue. Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut rester optimiste. Mais je crois qu'on ne peut rien exclure, compte tenu du comportement nihiliste, encore une fois, voire délirant du président Poutine. On ne peut pas exclure qu'il arrive en Transnistrie, aux frontières de la Moldavie, donc de l'Europe. On ne peut pas exclure qu'il aille faire des choses. On a vu des avions russes survoler la Suède. On a vu des sous-marins russes rentrer dans les ports finlandais, ou le contraire, je ne sais plus très bien. Donc rien n'est à exclure. Mais je ne crois pas qu'il faille caricaturer en disant que l'Europe est soudain devenue faible parce que les Américains sont devenus forts. Ce serait quand même un paradoxe incroyable, alors que nous venons d'expliquer que depuis 3 mois, les Russes ont plutôt perdu la guerre que gagné. On n'a plus le temps, mais 30 secondes. Non, la guerre de Crimée de la moitié du XIXe siècle a eu lieu très exactement sur ces régions-là, n'est-ce pas? Et c'était une guerre mondiale, entre guillemets. À l'époque. On va terminer sur cette touche optimiste. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Jean-François Colosimo. Merci à vous, Jean-Maurice Ripert. Merci, Régis Janté. Merci à vous, Adrien Dezouin. Vous étiez avec nous par Skype de Rouen. Et puis merci à Cyril Payen qui est avec nous et qui est toujours à Kiev. Merci Cyril. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.